aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir vraiment trois experts du domaine. Je vais les présenter brièvement, après ça, je vais leur demander de se présenter chacun à leur tour. J'ai Alexandre Sagala de Pertinence Média. Bonjour Alexandre. Salut. Bonjour Alexandre. Jean Massardi de New Legend. Bonjour Jean. Bonjour. Et mon cher ami Édouard Renat de Trampoline. Bonjour Édouard. Bonjour tout le monde. Je vais te laisser la parole, Édouard, pour que tu puisses te présenter. Après ça, je vais adresser aux deux autres amis. Volontiers. Merci pour l'invitation. Je suis président, directeur général d'une toute petite entreprise de 2 personnes. C'est un peu toujours bizarre de parler de PDG pour ce genre de choses, mais bref. Cette entreprise-là s'appelle Trampoline. On est une start-up très récente qui vient de gagner le prix d'innovation du Québec du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Et on aide les entreprises à automatiser leur gestion des connaissances. Donc, c'est un problème que la plupart des gens vivent. Sentez-vous bien à l'aise d'aller regarder qu'est-ce qu'on fait. Et mon passé est beaucoup à la frontière entre la technologie, la créativité, la stratégie et les données dans les entreprises. Donc, j'ai vraiment une capacité assez intéressante à mettre ensemble différents champs d'expertise dans mon métier. Au plaisir de parler. Merci. Non, puis, on ne passera pas beaucoup de temps sur ton passé, Edouard, mais il y a beaucoup de richesse dans tout ce que tu as accompli qui amène à cette start-up-là, là. Je pense que dans tes interventions aujourd'hui, on va ressentir que tu n'as pas juste vécu toute ta vie avec deux personnes. Jean, Non, merci. Donc, bonjour, donc, comme j'ai dit, Jean Massardi, je suis le directeur de la recherche pour Knowledge. Moi, je suis plutôt un technique IA. Je suis ingénieur docteur, le tout en intelligence artificielle. Je fais de la data science depuis au moins 10 ans, un peu plus, je pense. Maintenant, je commence à me faire vieux. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à toutes les problématiques qu'on peut avoir à l'application de l'IA dans le champ industriel, notamment dans l'optimisation des organisations, dans l'optimisation des équipes de travail. Gros aspect au niveau des RH, gros aspect au niveau de la gestion du temps. merci. Jean, je termine avec Alexandre. Alexandre Sagala, je suis fondateur de Pertinence Média. On est une agence boutique spécialisée en commercialisation numérique, une équipe d'environ 12 personnes. Puis nous, un peu notre mission, notre but dans la vie, c'est vraiment d'aider les organisations, notamment les OBNL, à maîtriser tout ce qui est marketing numérique et technologie marketing afin de vous aider à créer une présence numérique qui est pertinente et qui est durable, notamment sous forme de différents services, stratégie numérique, gestion publicitaire et tout ce qui est déploiement de technologies numériques, CRM, marketing automation, ce genre. Merci, Alexandre. Aujourd'hui, la thématique, c'est une thématique qui est très complexe, qui a beaucoup de choses, qui est très large. On a quand même moins d'une heure pour en parler. En même temps, j'aimerais ça m'assurer que tout le monde, vous soyez conscient que vous avez de la place à poser des questions. Je pense que ça va être intéressant là, de nourrir la discussion, peut-être avec des enjeux plus spécifiques que vous pourriez avoir ou des questions plus pointues que vous voudriez poser à nos trois panélistes. La donnée, le data, veut pas, c'est un sujet qui transcende les médias. Vous êtes tous conscients aussi qu'on a reçu une loi depuis quelques années qui s'appelle la loi 25 qui vient nous parler d'une partie de ces données-là, les données personnelles. Beaucoup d'OBNL ne se rendent pas compte nécessairement de la mine d'or sur laquelle ils sont assis pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des raisons de compréhension, des fois, c'est des raisons reliées à la capacité d'exécution. On va en parler aussi. Par contre, peut-être pas par contre, mais en même temps, je veux que vous soyez conscients qu'il s'est démocratisé énormément d'outils. Il y a des choses qui, il y a 7, 8 ans, même 5 ans, sont faisables maintenant qu'on ne pouvait pas imaginer à cette époque-là. C'est fou. Puis notre paramètre de discussion aujourd'hui, on va parler des OBNL à peu près en fonction de. On va ramener ça, là, quand on va parler de données, on va ramener ça à peu près à 3 ou 4 clientèles, là. Les membres, les utilisateurs, les bénéficiaires, les clients et les donateurs. Donc, ce sont tous des parties prenantes qui vont nous donner. Là, nous donner, nous transmettre, nous laisser une quantité phénoménale d'informations qu'on ne se rend pas nécessairement compte. Fait que j'aimerais ça juste, j'ai placé la table un peu, j'aimerais ça qu'on place la table supplémentaire sur ce que c'est les données dans les OBNL, où on les retrouve,
Puis, de quoi on va parler ce matin un peu aussi à ce niveau-là, juste pour établir, là, parce que le data, là, c'est très, très complexe. On peut aller très profondément, comme on peut surfer au-dessus, là, sur le dessus de la masse de ce qu'on a disponible. Édouard, je commencerai avec toi. Non, excuse-moi, commence avec quelqu'un d'autre 2 secondes parce que j'ai un problème de son. Un problème Je de suis en ça. train de le Bon, mais régler. Jean, tu fais des désignés volontaires. Pas comme dans l'armée, tu es désigné volontaire, Jean. Parfait. Moi, je vais commencer un petit peu, tu sais, en répondant à côté, mais il y a souvent une question, enfin quelque chose qui est difficile à percevoir pour beaucoup de monde qui ne sont pas dans ce milieu-là, c'est au final, quand on parle de data, c'est quoi la data? C'est un vrai enjeu de savoir, quand je suis face à quelque chose, est-ce que je peux considérer ça comme de la data ou pas? Moi, mon avis généralement, c'est dire, est-ce que vous pensez, enfin, savoir si c'est, alors, la question, c'est pas si, la bonne question, c'est encore une question différente, c'est pas est-ce que c'est de la data ou pas? Parce qu'en fait, tout est data. Je peux tout enregistrer, tout faire, tout transformer en data. Cette discussion, c'est de la data. Vos paroles, c'est de la data. Vos Excel, n'importe quoi, tout est de la data. La vraie question, c'est de savoir, c'est quelle data a de la valeur ajoutée pour votre organisation. C'est là où vous allez manipuler des données. Donc là, tout de suite, ça serait quoi? Quelle information, quelle mission, quels objectifs vous avez qui pourraient vous apporter une plus-value. Et en fait, une bonne démarche par rapport à ça, c'est de rétroactivement dire, ben, j'ai identifié ma mission, maintenant je vais identifier dans ce que j'ai, dans ce que je peux produire comme données, ce qui peut me permettre de remplir ma mission. Effectivement, je ne peux pas être plus d'accord avec toi qu'on nage dans une piscine d'informations. Puis après ça, il faut déterminer ce qu'on traite aussi. Euh, Moi, Alexandre, moi, je ferais peut-être du pouce là-dessus, effectivement. Tu sais, puis vas-y. on va parler de data puis de données ce matin, puis souvent, tu sais, c'est des sujets qui sont un peu intimidants. C'est très technique. Moi, tu sais, je vous inviterais à, tu sais, à quand même regarder, écouter ce sujet-là, puis de prendre ça un petit peu en petits morceaux. Tu sais. La data, c'est pas obligé d'être des gros projets d'analyse, c'est pas obligé d'être des gros projets d'intelligence artificielle ou des gros projets de stockage. Ça peut être ça aussi. Mais tu sais, de juste prendre le temps de comprendre quelles données qu'on a, les organiser, les regarder, voir un peu les points de données, un peu comme Jean disait, quelles données peut nous aider à atteindre nos objectifs, parce qu'à la fin de la journée, vous avez des OBNL, vous avez certains objectifs, soit de membership, soit de dons, soit de messages. C'est d'identifier peut-être 1, 2 points de données, regarder ça, puis de garder ça quand même assez simple. Moi, c'est ce que je vous inviterais aujourd'hui à regarder puis à intégrer, c'est que les données, ça peut être simple, puis c'est un outil quand même très efficace. C'est sous-estimé pas. Ouais, sur le lot de tout ce qu'on a comme information, il faut faire des choix parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Fait qu'on est mieux de prendre certaines informations, de bien les traiter, que d'essayer d'en prendre trop et de ne pas avoir le temps ou les capacités de les traiter comme il faut. Édouard, est-ce que tu as réglé ton son? Ouais, je pense que c'est bon. C'est bon. Et du coup, ouais, c'est ça. Ben, ouais, pour moi, à la fin, ça revient toujours à des questions. En fait, on se pose des questions. C'est ça notre travail à tous les jours. Et la data, essentiellement, c'est ce qui fournit nos réponses. Et souvent, j'ai vu beaucoup d'entreprises euh, qui n'avaient pas forcément pensé. Des fois, c'est aussi simple que ça, mais juste penser à quelles sont toutes les questions qu'on se pose et auxquelles on n'a pas forcément la réponse, et où au contraire on aimerait avoir la réponse, et de prioriser quelles sont les questions qui ont peut-être plus de valeur pour nous que d'autres. Et après ça, on peut réfléchir à où est-ce que cette réponse, elle existe, parfois de façon partiellement, parfois de façon plus complète, ou au contraire, elle n'existe pas, il faut aller chercher l'information. Et il y a des questions, on se rend compte que, il y a des façons d'y répondre, assez faciles parce que la data existe déjà, et d'autres, la data, il faut la créer. Et j'aime bien commencer avec simplement mapper, c'est quoi les questions qui sont importantes pour nous cette année. Voilà. Ah, je vais peut-être prendre un exemple très précis pour illustrer ce que vous dites là. Je l'ai fait, j'étais avec un groupe cette semaine, puis on parlait de membership. Puis la première question que je leur ai posée, c'est quelles sont les caractéristiques des gens qui sont déjà dans vos membres? Donc, une fois qu'ils ont été capables de dire, ben, écoute, ce sont des personnes qui ont tel âge, qui viennent de telle place, ainsi de suite. Fait qu'on établit un peu, c'était quoi les critères de données qu'on avait besoin. Puis je dis, maintenant que vous avez décrit qui sont vos membres, ben, les informations que vous avez, comment vous pouvez les utiliser pour aller faire des campagnes, adresser des messages ou catégoriser ou travailler vos listes pour avoir des nouveaux membres, optimiser ce que vous faites, avoir une offre
plus adapté de membership, etc., etc. Fait que c'est vraiment, le data en soi ne sert pas si on ne veut pas lui donner une utilité. Est-ce que je me trompe, messieurs? C'est vraiment ça, là. Fait que il faut faire attention aussi de trop penser à trop de données et au bout de la ligne, de ne pas être capable de les traduire en quelque chose d'opérationnalisable, si ça se dit, là. J'imagine que Bah, oui. moi, une comparaison que je fais souvent, enfin que j'aime bien pour illustrer ça, c'est que dans notre domaine, je pense qu'Alexandre et Edouard vont pouvoir confirmer, mais la data, c'est la matière première. C'est la matière première. Et la matière première sans raffinement ne sert à rien, et matière première sans finalité ne sert à rien non plus. C'est-à-dire, je peux avoir une quantité monstrueuse de box d'aluminium. Si jamais à la fin, je sais pas en faire des barres d'aluminium, et si à la fin, j'ai pas du client pour acheter mon aluminium, ça sert à rien. Je vais pas faire des barres d'aluminium. Et Ouais. c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est avant de se poser la question de dans ma matière première, j'ai besoin de quoi, c'est se poser la question du j'ai besoin de quoi de manière générale. Sachant que je vais faire un petit peu de pouce en même temps, mettre un peu d'emphase sur des éléments qu'on dit Alexandre et Edouard avant, c'est souvent, il y a beaucoup de problèmes qui se règlent simplement avec des données auxquelles vous avez déjà accès. Des fois, il y a des problématiques de création de données. C'est pour ça qu'il faut toujours être inventif. En data, il faut toujours être inventif. Mais souvent, les données que vous avez sont suffisantes pour faire déjà des opérations intéressantes. Et il y a un point aussi qui est important, c'est lorsque vous vous posez des questions, il y a deux secrets. Le premier secret, c'est faut pas avoir peur de poser une question stupide. Il faut vraiment poser toutes les questions. Toute chose qui pourrait m'être pertinent, faut se le poser. Parce que des fois, c'est facile à faire. On se rend pas compte, mais en fait, ça va être facile à faire. Et des fois, à l'inverse, des choses qu'on pensait faciles sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on pensait. Et la deuxième, c'est que c'est assez rare au final qu'on ait une solution parfaite, qu'il y ait une solution en termes de data, en termes d'IA, en termes d'automatisation qui répondent à 100% de mon besoin. Il faut jamais chercher le 100%. Ce qu'il faut se concentrer, c'est souvent la loi de Pareto, hein, c'est de dire Ouais, ouais, je vais ouais. avoir quelque chose qui, pour 20%, pour 80% du temps que je mettais, va faire 80% de ce que je faisais avant. Donc, il va me rester plus que un cinquième d'effort à faire pour dégager ma valeur ajoutée. Et c'est pas grave que le système fasse pas 100%. C'est si déjà j'ai 5 fois moins de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est déjà un gain très, très considérable pour mes activités. Ce que tu dis, j'aime ce que je veux souligner, c'est que la première étape n'est pas une étape technologique. Non. Et puis ça, je pense que trop souvent, on saute dans la technologie, on pose des questions sur les applications. Et le nombre de fois où je vois des questions dans nos groupes, là, c'est quoi le meilleur CRM pour un OBNL? Ben, la question du meilleur CRM n'existe pas. C'est le CRM qui va être adapté à vos besoins puis qui va se connecter avec les différentes plateformes que vous avez besoin. Donc, on est avant tout dans une dynamique d'analyse de processus d'affaires, de volonté de résultats avant même de commencer à parler de technologie et d'information. Édouard, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, bah, en fait, c'était pour faire du coup, c'est un peu sur ce qui venait d'être dit. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien rappeler, c'est que exactement, on cherche pas nécessairement à avoir de la donnée ultra précise, en fait. On préfère avoir de la donnée plus rapidement. Dans le trade-off, là, je préfère avoir de la donnée rapidement que de la donnée ultra précise. Puis ce que je veux, c'est plutôt avoir une donnée que quand j'ai encore besoin d'une réponse, les paramètres d'obtention de cette donnée-là sont les mêmes. Parce que en fait, ce qui m'a intéressé beaucoup sur la donnée, c'est plutôt la variance dans la donnée, plutôt que nécessairement la précision qu'elle donne. D'accord? C'est pour ça que par exemple, on se contente tous de sondages avec des quand même assez grosses marges Ouais, ouais. d'erreurs Des petits parce que échantillons. on comprend que l'important, c'est pas tant est-ce qu'il y a vraiment 43% de la population qui est derrière cette idée-là. L'important, c'est de savoir qu'avec la même méthodologie, un an plus tard, c'est passé à 48% ou c'est passé à 41%. Et cette variance-là, elle, est vraie. Le 43% dans l'absolu, il l'est pas. Et c'est ça qui est important de prendre en compte dans la donnée, c'est que ce qu'on cherche beaucoup à comprendre, c'est des évolutions, des changements, plutôt que nécessairement des mesures extrêmement exactes. En tout cas, c'est vraiment ma philosophie par rapport à ça. Voilà. Intéressant. C'est intéressant parce que quand on décompose, puis j'en reviens encore avec mes quatre groupes cibles, là, mes membres, mes donateurs, mes clients et mes bénéficiaires, si on voit que les comportements changent, plutôt que de connaître le comportement très, très précisément, si je comprends ce que tu dis, Ado. Tout le Est-ce que monde c'est a-tu moi qui perdu ai plus de son Stéphane? ou... Non, Oui, non, c'est non. ça qui parle. On a tous perdu Stéphane. Les données, là, j'aimerais ça qu'on va parler de collecte de données. Auriez-vous des Stéphane. conseils un peu à Stéphane? donner? On a Oui. perdu les 10-15 dernières secondes. Ouais. Ah, est-ce que je suis là? Ouais, là, Oui, t'es tu es là, c'est là. bon. Je suis là? Bon, vive les Wi-Fi d'hôtel, hein?
C'est pas toujours idéal. Avertissez-moi si ça arrive encore, là, que je prenne une pause. Jacques, je disais que j'aimerais ça vous entendre sur la collecte, messieurs. Si vous avez des trucs et des astuces. Puis là, on regarde tout ça sans tomber dans les détails de la loi 25. Là. On va prendre ça de manière générale. Là. On va parler d'entreposage puis d'analyse aussi par la suite. Là. Je veux juste qu'on reste sur quelque chose de plus général, puis surtout avec les données qu'on a déjà. Là. Alexandre? Ouais, peut-être que, peut-être juste quelques best practices là, très terre à terre. Là. Je suis quelqu'un de quand même assez pratico-pratique dans la vie. Là. Donc, je pense que, première chose à se souvenir, là, il y a un cadre législatif, il y a des lois qu'il faut respecter. Donc, concept de consentement là, qui est important. Vous pourrez regarder un peu ce que ça veut dire, ou on pourra en discuter un peu avec les autres panélistes tantôt. Mais bref, vous devez obtenir le consentement avant d'accumuler des données sur quelqu'un au Québec. Je vous dirais aussi de regarder toutes les opportunités de collecte de données, toutes les interactions que vous avez avec votre clientèle, avec vos donateurs, avec vos clients, vos bénéficiaires peuvent être des opportunités de soit capturer de la donnée par téléphone, par courriel, par formulaire, bref, de regarder vraiment votre entreprise, votre OBNL, excusez-moi, dans sa globalité, puis vraiment identifier tous les points de collecte de données possibles qui vont vous permettre justement d'avoir un meilleur portrait. Je vous inviterai aussi à éviter peut-être l'éparpillement technologique. C'est une certaine partie des données dans un Excel quelque part dans l'ordinateur de Julie, puis un Excel dans l'ordinateur de Jean. Essayez quand même de vous doter, si vous voulez être sérieuse à propos de votre data, de vos données, quand même d'une place centrale où vous êtes capable d'intégrer cette collecte de données-là. Ça peut être des outils de CRM, ça peut être des outils de marketing automation, ça peut être des CDP, ça peut être des BigQuery, ça peut Oh, être, il y a Alexandre, plein CDP. Parce que là, tu vas nous perdre. Customer Data Platform. Donc, des places, en gros, gardons ça simple, c'est des technologies qui permettent de mettre les données, de collecter des données et de les emmagasiner à la même place, en gros. Dans le fond, il faut éviter les Excel. Il faut éviter que nos données soient éparpillées partout, puis qu'on ait quand même une place centrale où on peut avoir accès à nos données. Sinon l'enjeu plus tard d'analyse, de segmentation, etc., va devenir beaucoup plus complexe. Ouais, Moi, c'est ce que je vous dirais au niveau de la collecte des données. j'ajouterais un élément dans ce que tu dis, c'est quand c'est dans des Excel, c'est encore plus dur de faire les mises à jour. Fait qu'on souvent, on traîne très longtemps des informations de donateurs qui sont décédés ou de membres qui ont déménagé dans un autre pays. Là. Fait que ça vient fausser premièrement nos résultats. Mais puis je vais prendre un exemple très, très précis. Moi, j'ai acheté une maison en 2008. Jusqu'à l'année passée, l'ancien propriétaire qui est décédé depuis 15 ans recevait encore une sollicitation de son association professionnelle par la poste. Donc, ça leur a coûté facilement plusieurs dizaines de dollars pour une seule personne qui n'était pas été mise à jour. Là. Fait que la mise à jour des bases de données, même si elle est très laborieuse, elle est nécessaire parce qu'elle nous coûte cher, très cher. Jean, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur la collecte? Alors, en fait, je vais répondre de manière. Enfin, ça a du sens par rapport à la collecte, mais vous allez voir, je vais faire un détour assez important. Il y a quelque chose qui est très important, en fait, à savoir avec les données, et ça a un impact sur la collecte, c'est que les données sont périssables. On l'a un peu dit là avec le changement, c'est que toute donnée, en fait, a une espérance de vie. Il y a un moment, elle va devenir plus d'actualité, elle va perdre son intérêt, elle va se perdre toute seule. Il y a plusieurs façons qu'une donnée peut mourir, mais les données meurent. Voilà, c'est triste, c'est comme ça, mais les données meurent. Et donc, en fait, lorsque vous faites une collecte, il faut avoir en tête le fait que vos données vont mourir. Il n'existe pas de collecte parfaite, il n'existe pas de système parfait, et que tout système dans lequel vous allez avoir à mettre de la donnée va éventuellement mourir. Donc, je vais être un peu moins, comment dire, Tu n'es pas déjà en train de faire des préarrangements, toi, là. non, non, du tout. Mais disons que je vais être un peu moins, un peu plus sympathique. On va le faire sans ça. Je suis un peu plus sympathique avec Excel que ne l'a été Alexandre. Je pense qu'Excel est un système de stockage de certains types de données qui peut au final être plutôt efficace. Si tu as besoin de quelque chose qui va vite, tu n'as pas beaucoup de données, il n'y a qu'une seule personne qui interagit avec, pourquoi mettre une très grosse infrastructure? L'infrastructure, elle va être importante si jamais il y a beaucoup de personnes qui vont se connecter dessus, s'il y a beaucoup de personnes qui vont intervenir. Euh, Parce qu'en fait, encore une fois, le Excel, il a de l'intérêt si jamais vous savez que votre donnée à l'intérieur, elle a une espérance de vie très faible. Et à l'inverse, votre système centralisé, ça fait des données qui ont une espérance de vie beaucoup plus longue, mais avec un coût beaucoup plus élevé. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête par rapport à la collecte. Donc en fait, vos collectes de données,
je vais dire, c'est très important de centraliser, c'est très important d'avoir des données précises. Il faut savoir qu'elles vont mourir, même avec le système parfait, même avec le système centralisé. Et je vais aller un peu plus loin que ça, finir avec une point, c'est généralement la meilleure pratique que j'ai pu observer, c'est de programmer la mort de vos données. En termes de légal, en termes d'accompagnement, en termes de préparation, c'est probablement la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de dire, mais par exemple, j'ai une donnée d'un utilisateur, j'ai une donnée d'un donateur, j'ai une donnée par exemple personnelle. Dans 3 ans, je la supprime. Ah, ben, je pense qu'avec la loi 25, on a des De toute façon, vous n'avez empêchements. plus le choix. Maintenant, vous n'avez plus le On n'a choix de plus le mettre en choix place des maintenant, là. là. Mais Euh, pensez-le dans votre process maintenant, dire mettez les systèmes, dire très bien, je collecte et puis je vais mettre un système de dans X années, je la supprime. Point. Je ne me pose pas de questions. Ça va vous donner des bases de données qui seront beaucoup plus propres, beaucoup plus facilement exploitables, beaucoup plus facile de respecter la loi avec. Et au final, le fait de supprimer des informations aussi vieilles qui n'auraient pas été utilisées, ça n'aura aucun impact sur votre activité. Edouard, Ouais, mais je trouve ça bien intéressant. J'ai pas tant de choses à ajouter là-dessus. Là, je veux dire, collecter de la donnée. Non, comme j'ai dit, c'est là vraiment important pour moi la distinction entre des données fiables et des données précises. J'ai vu beaucoup de gens passer beaucoup trop de temps à, à s'énerver sur la. Oui, mais c'est pas vraiment, c'est pas important. L'important, c'est est-ce que cette façon de mesurer, on peut la répéter facilement à travers le temps et voir les différences. Donc, pour moi, ça c'est important. Et voilà, je pense pas qu'il y ait tant de choses que ça à dire là sur la collecte. Moi, je veux avant de dire que j'aime passer à Excel notre... quand même, hein, Stéphane, puis Jean, puis Pardon? Edouard. J'aime Excel, je voulais pas être pas gentil avec Excel. C'était une image que je faisais. Non, mais En fait, ben, Alexandre, Je l'utilise. ton propos sur Excel, il est important parce que c'est la plateforme officielle à tout le monde, surtout quand on débute dans nos petites organisations. Mais à un moment donné, si on veut gagner en efficacité, il faut faire une démarcation, puis il faut sortir d'Excel. Ce que Jean a dit, c'est très véridique. Excel peut servir, tu es une personne, c'est ton système de base. Mais quand on commence à être deux ou trois, quand on commence à Voilà, c'est accumuler là, voilà. des données d'activité, plus des données de dons, plus des inscriptions de membership. Mettons qu'on commence à complexifier, c'est là où Excel peut pas juste ne pas être bon, il peut être très dangereux aussi. mais Puis chez Excel, il n'y a rien qui est plus facile de le perdre, de le corrompre, ainsi de suite, surtout si on n'a pas de système qui nous permette de faire pas des backups, là, mais d'avoir ces données-là ailleurs. Edouard? peut-être que ça peut être une transition intéressante après vers la question de la transformation des données, etc. Mais moi, par exemple, j'aime pas Excel, j'aime beaucoup Google Spreadsheet. Et les gens vont dire, ah, c'est juste une question de marque et pas du tout. Je vais vous expliquer parce que je pense que pour des OSBL, pour des organisations qui ont peut-être moins de moyens, c'est fantastique Google Spreadsheet parce que ça a quelque chose de très particulier, c'est que ça vit en ligne. Donc ça veut dire qu'on peut travailler déjà à trois sur le même document. Donc ça évite des duplications qui sont juste faites pour travailler en même temps sur un document. Donc déjà la source of truth, la source de vérité déjà a moins de chances de muter ou de se dupliquer. L'autre chose que j'aime beaucoup de Google Spreadsheet qu'il faut savoir, c'est qu'on peut coder par-dessus un Google Spreadsheet. D'accord? Donc, on peut demander à ChatGPT de nous faire un programme qui fait en sorte qu'on peut opérer sur cette donnée-là. Hein, parce qu'il y a encore un an, j'aurais pas pu vous dire ça, mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser une IA pour qu'elle puisse coder des choses pour être capable de transformer cette donnée-là, lier cette donnée-là avec peut-être un autre classeur que vous avez dans un autre dossier dans le même drive. Et ça, c'est quand même assez génial parce que, bah, par exemple, moi, l'année dernière, j'ai aidé une entreprise à rebâtir son ERP de facturation dans Google Spreadsheet. Parce que pour revenir à cette question justement de est-ce qu'il y a des bons CRM, est-ce qu'il y a des meilleurs logiciels, etc., bah, la vérité, c'est que dans leur cas, il n'y avait rien de très intéressant pour faire exactement ce dont ils avaient besoin. Et finalement, le faire dans Google Spreadsheet pour faire un démo de ce qu'on avait besoin, ça a très bien fonctionné. Et après ça, bah, une fois aussi, ça c'est de la beauté des choses, c'est quand on travaille dans Spreadsheet et qu'on le fait bien, ça permet aussi d'être très conscient de c'est quoi nos vrais besoins, c'est quoi les choses qui nous manquent, d'accord? Et donc, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin comme solution est-ce que ça pourrait vraiment m'aider? Et souvent, j'ai vu des entreprises écrire 14 pages de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour finalement n'utiliser que 20 ou 25% de ce qu'ils avaient écrit dans ces 14 pages-là, mais ils ont payé 100%, voire même souvent 125% de ce qu'ils avaient, de ce qu'ils voulaient. Donc, parfois, de faire cet effort de se dire, on va travailler intelligemment dans Google Spreadsheet, ça marche, je trouve que ça marche bien. Vous pouvez vous faire aider par des gens sur
Upwork, il y a vraiment des spécialistes de ça. Ouais, 100%. Et c'est vraiment une bonne. Bon, après, je suis un gars de startup, donc j'aime bien les choses un peu dirty au début, mais au moins qui amènent de la valeur immédiatement, plutôt que les grands processus où on prend 6 mois à choisir une solution. C'est sûr que j'ai un grand biais pour l'action là, donc voilà. Ceux qui ont des questions, je vous invite à les inscrire parce on va sûrement juste les recroiser des fois dans les propos, là. Si vous pouvez les inscrire dans le chat, ça serait idéal. D'ailleurs, je vais sauter à une autre question qui était plus loin dans ma liste de questions, mais que tu as commencé à aborder. Puis comme je le vois le temps filer, il y a deux, trois petites choses que je veux couvrir avec vous que je trouve qui sont importantes pour les gens qui nous écoutent, surtout ceux qui sont dans des petites équipes. Tu sais, les petites équipes, ça vient avec le manque de temps, ça vient avec des fois le manque de compétences aussi. On voit l'analyse des données comme étant une montagne. Est-ce que vous auriez des idées, des suggestions à faire pour simplifier le tout puis pour être capable de faire un premier tri dans ce qu'on possède comme données? Jean? Euh, Ah, c'est une question c'est piège, une hein? question large. C'est une question très très large. Ouais. C'est une question très très large et j'ai pas de réponse facile à te donner avec ça parce que enfin, pour moi c'est une question très très large. Est-ce que Edouard et Alexandre, si vous avez quelque chose d'être plus inventif que moi, je vous encourage à Non, répondre. bon, j'ai trop de questions trop larges. C'est parfait. Je vais en poser d'autres. J'en ai plein d'autres. Inquiétez-vous pas. On va continuer. Après la collecte, il y a l'analyse de ces données-là. Là, on va peut-être tomber dans des éléments plus précis sur ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça. Edouard, je te vois déjà soucier, là. Ça revient à cette question de se poser des questions au début. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient de la donnée et du coup, ils se posaient des questions sur cette donnée-là, mais avant de savoir que la donnée existait, ils n'avaient pas de questions. Ah, c'est Et- intéressant, par exemple. oui, Ouais. oui. En fait, il y a une démarche complète en sciences, enfin, dans la partie un peu plus. Alors, c'est pas réservé pour, mais c'est plutôt quelque chose pour les grosses organisations. En fait, c'est un domaine complet qui s'appelle le data mining, le minage de données, qui est en fait de dire en sens inverse, plutôt que de répondre à mes questions avec mes données, je vais voir ce que mes données racontent. Moi, mes étudiants, j'appelais ça faire chanter les données. C'est de dire, ben, dans mes données, dans un volume très très important, avec quelques techniques simples, j'ai trouvé des corrélations, j'ai trouvé des liens de causalité qui sont cachés dans les données, que l'humain ne connaît pas, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir un volume très conséquent de données pour s'en rendre compte. Mais enfin, sans vouloir dire c'est pas intéressant, c'est passionnant comme domaine. Le volume de données à avoir ou le volume de données organisées, c'est pas le volume de données à avoir, c'est plutôt le volume de données organisées à avoir à sa disposition pour obtenir ce genre de résultat-là est très très important. Pour les ESBL, pour les OBNL, j'ai un projet actuel, un data mining avec une OBNL, donc c'est pas non plus, c'est pas du jamais entendu, mais c'est avec YMCA, enfin on est en discussion avec YMCA Canada, donc c'est un peu voilà, c'est plutôt des organisations de très très grosse taille quoi, qui Mais vont en s'intéresser même temps, à Jean, cette problématique. si on ramène ça sur un exemple très pratico-pratique, je regarde par exemple une salle de spectacle ou même une association qui vend de l'événementiel dans l'analyse qui ferait que un certain grand pourcentage de leurs participants, quand ils font de l'analyse de leur billetterie, se rendent compte que leurs participants viennent de la rive sud. Mais après ça, quand ils vont faire des campagnes, puis là, je vais aller à Alex justement, ils vont bâtir des clientèles pour leurs campagnes qui vont être peut-être plus sur la rive sud. Fait que il y a une façon de voir le data mining ou de voir l'analyse qui peut être plus micro, si on veut. C'est en fait, Alexandre? c'est en Oui. fait là où avant de te laisser répondre, Alexandre, en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que là, typiquement, tu connais la question. En faisant ça, en fait, tu as l'impression de ne pas la connaître, mais tu connais la question. C'est quoi le profil des personnes qui viennent qui viennent à ma salle de spectacle? Milliers. Donc ça, effectivement. Mais là, la question, tu l'as. Comment la donnée est organisée? Qu'est-ce que la donnée va dire? Tu l'as pas encore. C'est la donnée qui va te le dire. Mais la question, tu l'as. Donc, tu sais ce qu'il faut chercher. Là, en l'occurrence, quand je parle de data mining de ce type-là, un exemple que je vais donner, ça va être de faire euh, c'est un exemple très bête, mais c'est un exemple un exemple témoin sur lequel j'ai pu travailler par le passé, c'est de dire est-ce qu'il est, enfin, dans mon volume de données, quels sont les facteurs extérieurs? Ça, c'est la question, mais la question très générale qui tombe dans le data mining. Quels sont les facteurs extérieurs qui font que des gens vont à la piscine? OK.
Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que là, j'isole pas une population particulière. Là, j'ai vraiment, est-ce que avec un volume conséquent, un vecteur insensé de données, je suis capable de déterminer le nombre de personnes qui demain vont aller à ma piscine ou dans 6 semaines vont aller à ma piscine, sachant que là, je suis obligé de croiser des informations qui sont la météo, l'emplacement de la piscine, les news. Souvent, il faut voir est-ce que quelqu'un a parlé d'un accident de piscine dernièrement, est-ce que quelqu'un a parlé des Encore, plaisirs de la plage dernièrement. Et donc, on se retrouve avec un volume qui est juste insensé de données à traiter. En fait, parce que la question est. En fait, l'idée, c'est plus ça. C'est. Je vais modifier un peu mon élément. C'est pas quand il n'y a pas de question, c'est plutôt quand la question devient trop large. Si la question est suffisamment spécifique, on n'est pas encore dans du data mining, on est plus dans de la requête. Et lorsque la question devient trop large, là, on tombe dans le data mining et là, faut sortir souvent l'artillerie lourde. peut-être avant d'aller à Alexandre, juste préciser ce que tu dis. On commence à le voir dans ce qu'on appelle le prévisionnel, là, les analyses de data prévisionnelles. Puis dans le milieu du tourisme, on est encore dans les OBNL. Là, je sais qu'il y a de plus en plus de touristes, de festivals qui sont en train de regarder les éléments de tarification de dynamique. Vous avez sûrement entendu parler de ça, la tarification dynamique, mais ça va s'en venir dans les festivals, dans les attractions touristiques, dans les salles de spectacle, qui sont tous des OBNL. Fait que je pense que c'est important de ramener ce que tu dis à des exemples concrets qu'on vit dans nos écosystèmes. Peut-être que vous êtes dans des organisations de ce type-là. Là. Alexandre. Oui, ce que je voudrais renchérir, effectivement, c'est que de dire aussi qu'il y a plusieurs plateformes technologiques qui évoluent vers ces concepts-là, puis qui vont faire de l'analyse prédictive pour vous. Prévoir, par exemple, les chances d'avoir un don sur une certaine personne dans les 180 prochains jours. Puis, dans le fond, c'est prédictif, puis on est capable d'utiliser ces données-là ou ces informations-là pour améliorer, par exemple, notre marketing, pour déclencher une campagne courriel, pour déclencher une campagne publicitaire avec ce groupe de personnes-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Là. De nos jours, il y a vraiment un support technologique quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on recherche, qui va vous aider à opérationnaliser aussi ces données-là, puis vous assurer que, dans le fond, souvent les données, c'est un projet d'investissement, mais que vous allez être capable d'aller chercher un peu un retour aussi, sans nécessairement toujours avoir besoin de gros projets, quelque chose qui est quand même assez facile. Tu sais. Ou même, très concrètement, on a un mandat avec un OBNL très orienté donateur, mais ils ont tout un modèle pour, par exemple, prendre un concept à partir de leurs données, de regarder qui faisait des dons par courrier suite à une réception d'un courrier, puis dans le fond, des transitionner lentement vers un don mensuel par courriel. Et tout ça basé sur justement une analyse de leur base de données de donateurs pour voir qui donnait avant, qui donne plus, qui peuvent solliciter. Puis, tu sais, c'est des choses très, très concrètes, très, très relativement simples à mettre en place, mais qu'avec de la bonne donnée, on est capable de créer des modèles comme ça qui donnent un résultat quand même très efficace. Ce que je veux aussi souligner, c'est puis ton exemple, Alexandre, il parle de lui-même, là, c'est que dans le milieu de la philanthropie, dans le milieu de la commandite, parce que la commandite aussi, quand on commence à faire des analyses, on va dans l'orientation des données de plus en plus fine. Là, puis souvent, c'est les grands OBNL qui vont être les premiers à l'utiliser et qui vont sortir les gros dons et les gros montants de commandite. Tu sais, que ça va avoir une incidence directement sur leurs revenus. Mais je veux que vous reteniez que quand on a dans les moyennes organisations, c'est de plus en plus accessible, puis on doit aller là parce que c'est ce qui va faire la différence. Je veux pas, les commanditaires, les donateurs qui vont entrer qui vont devenir la cible, parce qu'on va dire ça aussi, qui vont devenir la cible de ces actions-là, vont avoir tendance aussi à donner plus à ces organisations-là. Donc, pour le futur, quand vous trouvez que ça se complique, c'est rendu plus difficile d'aller chercher de l'argent, ben, ça fait partie de l'équation, c'est que ça s'est raffiné puis ça s'est professionnalisé surtout aussi. Ce qui amène aussi à peut-être avoir une discussion sur l'analyse d'affaires. Il nous reste deux questions parce que je vois que le temps, mais il y a deux questions que je veux couvrir avec vous absolument. L'analyse d'affaires dans la gouvernance. Est-ce que vous êtes capable de m'en parler un petit peu ou c'est plus le point de vue de la gouvernance que moi je vais rajouter quelque chose là? Jean, je te vois sourire là. Non, je vais faire. En fait, j'ai une réponse qui est un peu une aparté par rapport à l'analyse d'affaires dans la gouvernance, qui est en fait, parce que là, on a beaucoup parlé d'une orientation qui est l'orientation typiquement avec c'est souvent le premier point de douleur que j'entends à chaque fois que je travaille avec des OBNL, qui est de dire j'ai besoin d'argent, donc j'ai besoin de faire rentrer des éléments de donateurs. Il faut voir que nous, quand on fait, alors c'est l'aspect IA de la donnée, mais la donnée de manière générale permet de répondre à ces questions, même si on met pas des IA derrière. C'est que globalement, il y a trois choses qu'on peut faire avec de la donnée. Il y a trois grands éléments. Il y a ce qu'on appelle la prédictif,
là, ce qu'on est en train de discuter, c'est dire, par exemple, qui serait un bon donateur? Quel est le profil de mes donateurs? Quand est-ce que mon donateur va donner de l'argent au futur? Donc ça, c'est tout ce domaine prédictif-là que la donnée, effectivement, est très forte à faire et un élément essentiel. Mais en fait, il y a deux autres domaines dont qu'on a assez peu évoqué. C'est la génération et c'est l'optimisation. Donc la génération, c'est ce qui est à la mode en ce moment. On va être clair, c'est l'IA générative, c'est ce qui est à la mode en ce moment. C'est les ChatGPT, c'est les DALL-E, c'est les faits que vous pouvez faire des images, du texte, de l'analyse de texte, de l'analyse de documents en utilisant des IA. Donc ça c'est un très très gros morceau on va moins en parler, enfin j'ai moins envie d'en parler pour une raison simple, c'est qu'il a moins besoin de données pour le coup, donc c'est un peu moins le sujet de la discussion. Mais il y a un point là qu'on oublie de discuter qui est l'optimisation. La question de l'optimisation, en fait, la question de l'optimisation est un peu différente au sens de je cherche pas à faire je ne cherche pas nécessairement à avoir plus, je cherche à faire mieux, plus vite, moins cher avec ce que j'ai. Et ça, la donnée est aussi un très très bon outil pour faire de l'optimisation. Ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel à retenir, c'est que l'outil c'est un outil très très puissant, un outil très très puissant d'optimisation. Je donne l'exemple d'OBNL encore une fois, qui est celui de nous on travaille avec des camps de jour. On a fait un système en fait qui, à partir des données qui sont les données d'occupation et d'emploi du temps de leur personnel, optimise l'utilisation de leurs intervenants, bénévoles, personnels, employés extérieurs, au niveau de leur emploi du temps. Donc, plus besoin de faire l'emploi du temps, donc on a un gain de temps au niveau de la construction de l'emploi du temps, et plus besoin surtout, on a mis la bonne personne au bon moment, ce qui fait que généralement, on a besoin de moins de personnes pour faire les mêmes tâches. Ça, c'est aussi une utilisation intelligente des données qui, là, on ne va pas chercher quelque chose en plus, on ne va pas faire une prédiction, on a juste réorganisé l'information, et grâce à elle, on était capable de prendre une décision qui fait que mon processus à l'heure actuelle me coûte vachement moins cher. Donc ça, c'est aussi une utilisation de la donnée je pense, c'est important d'avoir en tête. C'est un petit peu une ouverture par rapport à la gouvernance, parce que ça répond pas exactement à ta question, mais ça permet d'ouvrir un peu le débat, de dire, c'est pas juste le forecasting qu'il faut regarder, c'est aussi l'optimisation, je pense, qui est importante. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu rouvres le dernier 15 minutes que je voulais qu'on se garde sur l'intelligence artificielle, là, tout ça, puis Ah, l'intelligence artificielle. Tu as ouvert la désolé. porte. Non, non, pas désolé. Tu as ouvert la porte à ce que je voulais adresser parce que ça faisait quand même partie de la thématique d'aujourd'hui. Tu sais, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on n'a pas parlé un peu des données puis des premiers principes parce qu'il faut que ça se base sur quelque chose, là. Puis c'est là où vraiment, là, Edouard, comment on vient mettre ça là-dedans, là, comment ça s'intègre. Puis là, j'aimerais ça que vous me sortiez des exemples. Ben, tu viens de le faire, là, Jean, un exemple actuel. Parce que je pense qu'on est encore dans une vision de l'intelligence artificielle, donc comme ça va arriver, ça s'en vient, qu'en réalité, c'est déjà là. Il y a déjà des choses qui se font. Fait que je serais curieux de vous entendre, messieurs, là-dessus. Là, j'ai trois spécialistes avec moi. Là. Fait que, allez-y, Edouard, on commence avec toi. Puis... Aide-moi un peu. Quel genre d'exemple comme tu t'aimerais le plus? Ben, on va y aller, ne serait-ce que je vais aller avec ton quotidien. Beaucoup d'organisations ont une quantité phénoménale d'informations qui traînent dans leur système depuis 5-10 ans. Mhm. Puis même celles qui ont installé un SharePoint, avant de trouver quelque chose, là, ça peut être long. Fait que vas-y, parce que je sais Exact. que c'est la base de ce que vous autres vous faites principalement. Là. Exact. Ben nous, c'est sûr qu'on utilise, avant d'utiliser une IA en tant que telle, on utilise des technologies qui font partie du stack, donc de la pile technologique IA, effectivement, pour aider les gens à chercher dans l'entreprise. Donc nous, on se connecte à différents systèmes. La beauté des choses, c'est qu'il y a quelques années, en fait, vous auriez utilisé le même système, il aurait fallu que vous ayez une idée des mots-clés que vous cherchez. Ou bien ça vous aurait coûté très cher si vous auriez posé des questions du genre, j'aimerais bien trouver tous les documents qui ont servi à la préparation du budget 2024. Mais avec un système comme le nôtre, ça devient possible de faire ça. Pourquoi? Parce que l'IA est capable de comprendre un peu mieux les intentions et les espaces sémantiques, les relations sémantiques en fait entre ce qu'on veut et qu'est-ce qui existe dans le système. Parce que souvent les gens, ils n'utilisent pas les mêmes termes pour décrire exactement la même chose dans l'organisation. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette semaine, on a eu un petit breakthrough, mais on est capable maintenant, par exemple, de sortir tout ce qui est numéro de téléphone. Donc on peut dire, est-ce que tu peux me donner tous les numéros de téléphone, par exemple, qui sont présents dans tel document. D'accord? Donc, on peut tout d'un coup sortir, créer des listes vraiment rapidement à partir de ce qu'on appelle l'information non structurée, de la data non structurée, qui est vraiment un autre espace, on en a moins parlé aujourd'hui, mais qui est un espace vraiment intéressant.
Une autre chose qu'on peut faire, par exemple, c'est que ça se peut que depuis 10 ans, par courtoisie, dans vos formulaires suivant un événement, vous demandez aux gens de vous laisser des commentaires, de vous laisser du feedback. La vérité, c'est que souvent, on les lit pas, ces commentaires-là, ou on passe à travers rapidement. Et aujourd'hui, avec des IA, ça devient possible de demander une synthèse de tous les commentaires sur les 10 dernières années, puis même de nous donner un reflet de l'évolution des tendances de ces commentaires-là dans les 10 dernières années. Et en quelques minutes, on va avoir cette information. Donc c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et nous, notre but, en fait, c'est de rendre toute cette information non structurée qui existe dans les différents logiciels et différents systèmes de l'entreprise beaucoup plus productive. Et c'est vraiment un peu la révolution dont tout le monde parle depuis un an. Euh, et voilà, c'est ce qu'on fait. C'est le genre de choses Alors, qu'on peut faire avec. Ouais. moi, parce que là, l'IA, pour le coup, c'est vraiment mon dada, hein, c'est vraiment mon truc. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ça fait 25 ans, en fait, qu'on utilise de l'IA dans les entreprises, dans les organisations, dans les entreprises. Ça fait 25 ans que les technologies sont matures. La grande différence, la révolution depuis un an, c'est l'IA générative. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, des gens non techniques, des gens non spécialistes sont capables de manipuler ces concepts et ces outils-là, alors qu'avant, c'était un domaine réservé à des spécialistes. C'est ça la grande révolution. Mais tout ce qu'on fait, tout ce que vous voyez, en fait, pour la plupart, on sait le faire depuis assez longtemps. Là, je vous parlais d'optimisation, par exemple, ça fait presque 30 ans que l'optimisation, on sait la faire. Des exemples d'IA qu'on a pu faire qui pourraient s'appliquer à des EBNL, j'en ai plein. Dans les exemples que j'ai beaucoup de choses au niveau de la formation, par exemple. C'est qu'avec les nouvelles IA génératives, on peut faire des systèmes qui vont en fait simuler un intervenant, peut simuler un intervenant, peut simuler un donateur, peut simuler en fait une personne humaine et la faire se comporter comme la personne qu'on veut, ce qui fait qu'on peut la mettre en face d'un humain et l'humain va interagir avec l'IA pour pouvoir, à des jeux de formation, à des fins de jeux de rôle, à des fins de formation. Donc ça, c'est une petite application simple de l'IA, mais qui a un très très gros retour sur investissement parce que ça veut dire qu'on peut former beaucoup plus son personnel, beaucoup plus efficacement et avec un coût relativement faible. Dans les autres exemples qu'on va avoir, moi je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est processus de dotation, processus de recrutement. Et, euh, et là c'est aussi c'est un gros morceau. Nous, on a réussi à mettre en place des process où euh, on arrive à lire, comprendre, analyser, juger et donner des commentaires sur des candidats, CV, lettre de motivation, personnalité, interview, avec une vitesse absolument dingue par rapport à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on diminue la durée qu'on passe sur un recrutement. On peut le diviser par 3, voire par 4. C'est le ratio sur lequel on vise. Donc déjà, ça aussi, ça c'est un gain qui, je pense, au niveau des organisations, est assez percutant. C'est des services qu'on a déjà proposés pour des OBNL par le passé, donc c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée d'une OBNL de taille moyenne. Sur une petite, non, le recrutement, c'est pas un enjeu si important que ça, mais disons que sur une OBNL de taille moyenne, le recrutement devient un enjeu. En tout cas au niveau du volume, là, ça peut devenir très très percutant très très rapidement. Donc là, c'est vraiment quelques exemples d'applications de l'IA qui sont faciles à mettre en place et pour lesquelles vous pouvez avoir une personnalisation avec des volumes de données relativement faibles. Là, je reviens au sujet de base qui est la donnée. C'est si par exemple je veux entraîner une IA un chatbot, une IA qui va discuter comme un être humain ou comme quelqu'un avec un certain type de poste, avec les technologies actuelles, il me faut quelques dizaines, souvent quelques centaines d'exemples de discussions, de paragraphes de texte pour copier un humain avec un très très grand niveau de précision. On ne parle pas de milliers d'heures d'enregistrement, j'ai besoin souvent c'est du texte et je vais avoir besoin de quelques paragraphes, 5-6 lignes, une cinquantaine, une centaine de fois. Plus il y en a, plus il sera précis, mais avec 50, 100 paragraphes, il est déjà capable de faire des choses qui sont, nous on a un terme pour ça, c'est le test de Turing, mais qui sont déjà très très proches du fait de le confondre avec un humain réel. C'est intéressant ce volet-là parce que ça vient simplifier le service à la clientèle. Geneviève demande des exemples plus précis, mais juste, Mais tu sais, je pense que... Pardon, Alex? ben, je m'en dire, les exemples plus précis, effectivement, c'est important, mais il faut aussi, tu sais, ça revient au point du début, de dire, tu sais, c'est quoi vos objectifs à votre OBNL à vous et comment l'IA pourrait vous aider à atteindre ces objectifs-là. Tu sais, par exemple, nous, avec une vue très égocentrique ou très centrée sur nous, tu sais, quelqu'un de marketing, nous, on va utiliser beaucoup d'IA, beaucoup de technologie pour comprendre comment potentiellement les gens vont réagir face à des annonces, par exemple, publicitaires. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilement applicable dans vos OBNL, si vous travaillez avec des agences, si vous faites vos propres annonces, vos propres programmes publicitaires, vos propres courriels.
il y a des technologies sur le marché qui vous permettent de donner vos annonces, de vous donner vos visuels. Puis ça va vous dire, avec tel type de personnes, voici à peu près là, comment les gens vont réagir par rapport à cette image-là. C'est un exemple concret que vous pourriez faire. Puis après ça, ben, vous prenez l'exemple, l'image qui fonctionnerait potentiellement le mieux. C'est sur ça que vous investissez votre argent. Ça, c'est des trucs quand même assez simples qui peuvent vous aider. Mais à la base, ça revient toujours à dire, c'est mon OBNL à moi. Qu'est-ce que moi je veux accomplir cette année, où je veux m'en aller, comment mes données puis l'intelligence artificielle peuvent m'aider. Sinon, ça, c'est un peu, Puis, je pense que Jean t'a parlé deux exemples concrets, mais ils n'ont peut-être pas semblé si concrets que ça, là. Moi, je vais reprendre, si ça t'intéresse, Stéphane, si tu pensais que c'est pertinent, je peux reprendre avec les processus, hein. Enfin, expliquer vraiment la démarche sur le problème d'optimisation qu'on a eu à affronter. Je peux le faire Ce en qui est 3 minutes. intéressant, je vais juste ouvrir de la porte sur ce que tu as fait, puis après ça, parce qu'il nous reste 7 Oui, minutes. c'est ça, c'est pour ça, je vais le Je faire n'irai très pas dans ce rapidement. détail-là, mais ce que je veux juste, dans les exemples de gens, il y a deux choses intéressantes. Le robot, ce qu'on appelle le chatbot, le robot de réponse qu'on met sur les sites Internet. Ça, c'est déjà un outil qui est accessible pour une panoplie d'OBNL. Déjà puis on est dans un premier outil d'intelligence artificielle qui se sert de toutes les questions qu'on lui pose pour apprendre quelle réponse il devrait donner. Puis il y a un infime pourcentage qui, après ça, amène vers une réponse humaine si c'est manquant. Ce n'est pas nécessairement une technologie de ChatGPT qui est en arrière de ça, là. Il y a différents processus dans l'intelligence artificielle qu'on n'aura pas le temps de démêler ce matin parce qu'on met ça tout dans le même paquet quand en réalité, c'est des processus. Le deuxième exemple concret pour avoir parlé à ton patron, Jean, que vous êtes en mesure de faire, c'est la gestion des horaires de quantité de bénévoles. Mettons que vous gérez un 200, 300, 400 bénévoles dans les outils que vous avez développés, qui sont des outils qui ont été utilisés pour les ressources humaines au début, mais qui peuvent être utilisés pour la gestion des horaires de bénévoles, le recrutement, l'établissement des profils, être capable aussi de faire attention à toutes les clientèles sensibles, ainsi de suite. Fait que là, on est dans des outils qui ont été optimisés par l'intelligence artificielle. Fait que je voulais garder, là, peut-être traduire très rapidement là, ce que Oui, ça peut je vais, donner là, avec trois exemples concrets. Ouais. Edouard? Je, ouais, je vais vous donner rapidement un exemple de projet que je trouve assez parlant, puis qui mixe un peu tout ce qui se passe dans... Ça décrit bien un projet, je pense que c'est un bon exemple de A à Z là, que Geneviève demande sur le chat aussi. Euh, mais c'est cette idée que, bon, une OSBL, une OBNL se pose cette question. En fait, je leur ai posé la question, j'étais leur consultant en transformation numérique et en stratégie d'affaires, et je leur demandais pourquoi est-ce que vous faites votre levée de fonds partout au Canada au même moment, à la même date que à peu près tout le monde fait sa levée de fonds. Pourquoi? Puis la réponse, c'était quand même beaucoup, ben, c'est ça qui marche le mieux. Comment vous le savez? Ah bah parce que avant j'étais dans une autre OSBL, puis ça marche, c'est là que et donc moi j'étais un peu en mode ben je challenge ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec l'idée que si tout se passe au même moment, que tout le monde est en compétition, c'est le meilleur moment pour lever des fonds, d'accord? Et là j'ai travaillé sur un super papier en marketing, sur un algorithme qui s'appelle le DOI, qu'on a créé dans mon ancienne entreprise. Et en gros, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut deviner, donc un peu, là il y a une question sur l'achalandage aussi, ça touche un peu à ça, comment est-ce qu'on peut essayer de deviner c'est quand le meilleur moment, puis c'est quand les meilleurs endroits pour être capable de faire de la levée de fonds. D'accord? Et là, ce qui était et donc, on s'est retrouvé devant une source de données vraiment intéressante et inédite, que la plupart des gens connaissent peu, qui s'appelle Google Trends. Puis Google Trends, alors on peut aller sur le site internet et poser des questions. Donc, pour regarder, c'est quoi les moments où les gens posent certaines questions de recherche plus souvent que d'autres. C'est un index, donc c'est pas des résultats absolus. Mais si on utilise l'API, on est capable de s'en servir de façon un petit peu plus créative et un petit peu plus intéressante en sciences des données. Et on a commencé à croiser cette information-là, à la segmenter de façon géographique et à comprendre un peu sa saisonnalité. Puis on s'est rendu compte que les provinces avaient des moments avec des saisonnalités différentes par rapport à certaines intentions de recherche. Et on s'est dit, bah en fait, peut-être que notre campagne nationale, il faut pas la faire une fois, faut peut-être la faire plutôt par province, parce qu'on va la faire à peut-être des moments différents. Ou encore, on va mettre nos efforts marketing à différents moments. Donc, on va peut-être, au niveau relations publiques, on va avoir un lancement.
mais nos efforts marketing vont être des moments différents. Et surtout, on va peut-être aussi mettre l'accent sur différentes choses qui à la fin veulent dire la même chose, c'est la même cause, mais on va se rendre compte que les gens peuvent la présenter de façon un petit peu différente aussi. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous a amené pas juste des insights sur comment mener cette campagne-là, mais ça nous a amené, moi, ce que j'aime beaucoup, quand un bon projet de données, à la fin, ça donne je veux pas juste de la prédiction, ça donne de la prescription. C'est-à-dire que ça nous dit quoi faire. Et donc ça, c'est vraiment, je vous dirais, un projet de A à Z, là, où on est parti avec une question importante auquel peu de gens pouvaient répondre autrement que c'est comme ça qu'on fait depuis 20 ans. Et ça a toujours, voilà. Et on a avancé là-dessus pour se rendre compte que finalement, il y avait une nouvelle façon de le faire qui allait rapporter probablement beaucoup plus. Voilà. Oui, puis tu as un exemple précis dans le domaine des. C'est sûr qu'on peut penser que dans le domaine de la philanthropie, c'est déjà quand même assez développé parce qu'il y a des organisations qui ont pris la vague puis qui ont compris un petit peu, mais ces éléments-là se ramènent au niveau du développement de membership, au niveau du service client, au niveau des bénéficiaires aussi, là. Je sais qu'il y a actuellement des efforts du côté de l'itinérance, entre autres, d'obtenir des données, parce qu'il y a eu deux grandes opérations de collecte de données, combien, où ils sont, ainsi de suite, pour être capable de faire des cartographies globales de l'itinérance à Montréal, là. Je sais qu'il y a des projets qui se sont travaillés de ce côté-là pour être capable par la suite de changer le mode d'intervention aussi. Puis, en conclusion, messieurs, là, on arrive à la fin. Si vous aviez un seul conseil ou un seul élément à donner par rapport à quelqu'un qui est intéressé à creuser, parce qu'on a peut-être. Puis je suis content ce matin parce que je sais que quand on parle de ça, on ne répond pas nécessairement aux questions que les gens ont. On en crée plus, puis ça amène une plus grande curiosité, puis j'en suis très conscient. C'est un sujet qui est énorme, qui ne fait que commencer à nous intéresser, là, l'intelligence artificielle, entre autres, l'analyse de données, puis qui est dans lequel le domaine des OBNL a du retard et a beaucoup de potentiel. Fait que si je vous demanderais un élément à rajouter, en commençant par toi, Jean, en Alors moi, conclusion. je vais commencer par te donner tort. Je ne pense pas que les OBNL sont en retard pour travailler avec beaucoup de groupes différents. Je ne pense pas que les OBNL sont en retard. Je pense que presque tout le monde est en retard, donc vous n'êtes pas plus en retard que OK. les autres. Pas Ouais, plus c'est en ça. C'est D'accord. très, voilà, non, il Merci, Jean. y a un retard généralisé. Donc, mon conseil, c'est, ça reste quelque chose d'assez obscur parce que là, même s'il y a des outils qui se démocratisent, des présentations sont faites, naviguer dans un tel volume d'informations, c'est très compliqué. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions à des gens comme moi, à des gens qui sont, dont c'est le métier, mais n'hésitez pas à poser des questions aussi à des gens qui seront un peu plus techniques, qui pourraient graviter autour de vous. Souvent, ils auront des très bonnes réponses, pas forcément complètes, pas forcément parfaites, mais des très bonnes réponses qui vont pouvoir vous orienter dans la réflexion. Donc, vraiment, la première étape de tout projet en données, tout projet en IA, c'est je suis allé poser des questions à des gens qui s'intéressent, à des gens de confiance qui vont pouvoir m'apporter des réponses claires à mes questionnements. Et une fois que j'aurai ces réponses, c'est là qu'on faudra se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi. Mais commencez par vous renseigner, commencez par poser des questions. C'est vraiment le conseil principal que je peux vous donner. Edouard? Ouais, ben, moi, je dirais aussi de prendre les ressources pour se faire aider sont plus simples qu'on croit si on est prêt à prendre quelques risques, en fait. Je vais vous donner un autre exemple très rapide. J'ai aidé les producteurs acéricoles du Québec il y a quelques années à comprendre pourquoi les volumes d'exportation vers le Japon avaient baissé. Le Japon est un premier marché d'importation de sirop d'érable mondial, donc c'est quand même intéressant. On essaie de comprendre pourquoi ça stagnait. Et une des choses que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai été embauché sur Internet un data scientist japonais, parce que j'avais besoin qu'il connaisse le marché. Et je lui ai dit, trouve-moi les 10 sites de recettes les plus populaires au Japon. Et j'ai besoin que tu ailles faire un data mining. Donc, je lui ai demandé d'aller scraper, donc d'aller, en fait, enregistrer toutes les recettes qui existaient sur ces sites-là et d'aller regarder les ingrédients qu'il y avait dans chaque recette et de m'expliquer le rôle du sirop d'érable dans cette recette-là. Est-ce que c'était une recette de type salé, sucré, dessert, entrée, etc. Et ça nous a permis de comprendre vraiment clairement, en fait, quelle était l'utilisation culturelle, on va dire, du sirop d'érable. Est-ce que c'était vraiment un produit sucrant ou plutôt un goût qu'on venait ajouter dans une recette. Euh, et pour ça, bah,
ça m'a obligé de faire une façon que je travaille de temps en temps où je demande pas la permission, mais je demande de me faire pardonner plus tard, où j'ai pas demandé vraiment à mes clients si c'était OK ou quoi que ce soit. J'ai pas demandé à la firme avec laquelle je travaillais si c'était OK de faire ça. Je l'ai fait. Parce que j'avais un budget, parce que je considérais que mon travail, c'est d'arriver à des gains concrets pour mon client le plus rapidement possible. Et c'était très scrapey comme process, mais ça a fonctionné ultra bien. Et on a eu des insights vraiment pertinents. Et Upwork, qui est ma plateforme de choix pour ce genre de choses-là, oui, c'est du offshoring. Généralement, c'est pas des ressources qui sont canadiennes ou québécoises, mais c'est vachement pratique. Et de temps en temps, je pense qu'il faut oser se mouiller les pieds un petit peu plus sur ces plateformes-là parce que vous allez trouver des gens, vous allez leur envoyer de la data dans laquelle vous avez enlevé les éléments, on va dire, qui personnifient cette donnée-là. Donc, vous enlevez les adresses, les numéros de téléphone, ce genre de choses-là. Vous faites juste fabriquer un ID pour cette data-là et vous pourriez leur demander des questions sur cette data-là, ils vont vous aider à le faire. Il y a même maintenant des plateformes où on peut juste, avec ChatGPT, vous pouvez uploader votre fichier CSV et il va être capable aussi de faire des trucs intéressants. Et ça va devenir meilleur dans 6 mois, meilleur dans un an. Donc, je vous dirais le plus tôt possible, vous vous tournez vers ce genre de petites ressources-là qui coûtent pas très cher, mais qui vous permettent aussi vous-même de devenir meilleur dans vos briefs, dans les questions que vous posez aux gens qui vous aident, etc. C'est ça le plus simple. Et de pas partir dans des gros projets, en fait. De juste faire des tout petits projets toutes les semaines. À mon avis, ça amène beaucoup plus de gains. Alexandre, on termine avec toi. Rapidement, moi, je pense, faites-vous accompagner. Si vous êtes sérieux là-dedans, vous avez des questions, des fois passer 1, 2 heures avec une ressource compétente, ça va vous aider à dresser un plan de match, peut-être une orientation stratégique sur ce que vous devriez faire, puis vous allez sauver beaucoup d'erreurs, puis beaucoup de temps. Donc, faites-vous accompagner par les gens qui l'ont déjà fait. Et on est 3 présentement, et il y a plein d'autres mondes aussi là, qui font ce genre de projet-là, avec une connaissance en OBNL. Donc, je vous inviterai à vous faire accompagner. Alexandre, merci. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère qu'on a développé le goût, pas nécessairement répondu à toutes vos questions, mais développé le goût à en savoir plus, à comprendre plus, puis à commencer à mettre dans vos budgets des montants pour explorer ça plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous revoir prochainement dans une autre de nos activités. Bye bye.